Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, on va basculer un petit peu sur le côté sport. J'avais envie de faire une partie 2 à mon podcast 5 mythes en nutrition, mais du coup en version sport. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va débunker 5 mythes qui concernent le domaine sportif, plus particulièrement, vous vous en doutez, la musculation. Bon, les deux domaines étant étroitement liés, le sport et la nutrition. Je pense qu'on trouve autant de mythes d'un côté que de l'autre, dont certains qui sont encore une aberration. Je comprends même pas pourquoi ils persistent malgré les décennies. Donc écoutez, on va se faire un petit medley des mythes liés au sport. Vous me direz dans les commentaires s'il y en a d'autres qui vous viennent ou quels sont les premiers auxquels vous pensez quand on parle de mythes en musculation. En attendant, on est parti pour le début du podcast. Mythe numéro 1, il faut changer de programme d'entraînement tout le temps ou en tout cas régulièrement pour progresser. Bon, alors vous vous en doutez, c'est bien sûr faux, mais pourquoi est-ce que c'est faux? La question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'on progresse dans sa discipline en musculation? Qu'est-ce qui est signe en fait d'une bonne progression? Donc par progression, on entend bien sûr évoluer physiquement, développer sa masse musculaire, devenir plus performant aussi. Donc progresser sur ses entraînements en termes de charge, devenir plus fort, développer sa masse musculaire, les deux sont bien sûr liés. Le problème étant, si on change de programme d'entraînement trop régulièrement, on a à peine le temps de mettre en place cette habitude, parce que c'est ce qu'on cherche en musculation, avoir l'habitude de s'entraîner sur des exercices pour pouvoir les maîtriser parfaitement, contrôler son exécution, son amplitude et pouvoir performer dessus. Si on change trop régulièrement de programme d'entraînement, qu'est-ce qui se passe? On redevient débutant sur l'exercice, on repart de zéro pour maîtriser le mouvement, pour atteindre une bonne amplitude, une bonne exécution et pouvoir commencer à performer dessus. Le temps qu'on passe toutes ces étapes, il est à nouveau temps de changer de programme d'entraînement. Vous comprenez en quoi c'est pas très optimal? Changer trop souvent de programme d'entraînement ne permet pas de progresser parce que le corps n'a pas le temps en fait de s'adapter justement à cet exercice qu'on lui demande, à pouvoir le maîtriser parfaitement. La condition principale, en fait, pour pouvoir progresser en musculation, c'est d'avoir une maîtrise parfaite de son mouvement, d'avoir la plus belle des amplitudes, des exécutions, afin de pouvoir performer dessus un peu plus à chaque séance. Si on change d'exercice toutes les 5-6 semaines, on n'a pas le temps d'avoir cette adaptation au niveau de l'exercice, d'avoir cette proprioception dessus, qu'il faut à nouveau tout recommencer de zéro sur un autre exercice, du coup on n'aura jamais progressé et du coup on stagne. Les grands défenseurs du changement de programme d'entraînement se servent de ça comme argument, alors que pas du tout. Leur argument c'est le corps s'habitue, il faut choquer le muscle pour progresser. Le fameux choquant le muscle, mais alors pas du tout. Au contraire, c'est ce qu'on cherche, que le corps s'adapte à cet entraînement, à cet exercice. C'est exactement ce qu'il faut. Alors oui, si vous changez de programme d'entraînement toutes les 5-6 semaines, à chaque fois que vous allez démarrer un nouveau programme, vous allez avoir des courbatures partout. Vous allez avoir l'impression du coup que vous avez progressé, alors que pas du tout. Les courbatures, on les a justement uniquement parce qu'on a changé de programme d'entraînement et que le corps est en train de se réhabituer à ce nouveau programme jusqu'à retrouver justement cette habitude sur les exercices pour pouvoir progresser dessus. Un bon pratiquant de musculation avec un programme d'entraînement efficace sur lequel il progresse depuis des mois, des années, n'a pas de courbatures. Avoir des courbatures pour un pratiquant de musculation, au contraire, c'est très mauvais signe. C'est signe soit d'une mauvaise récupération, soit que l'exercice n'a pas été réalisé correctement et que donc le corps a dû faire une adaptation et donc une déchirure musculaire pour pouvoir réaliser ce qu'on lui demande. Vraiment, les courbatures, c'est pas du tout ce qu'on recherche. On a associé ça à une bonne progression, à une bonne séance, alors que au contraire, c'est pas du tout bon signe. Après, il faut remettre ça dans son contexte, ok? Un débutant aura fatalement des courbatures, mais tout simplement parce que son corps n'est pas habitué à pratiquer une activité physique, d'accord? Suite à une mauvaise nuit, vous allez avoir des courbatures parce que votre récupération, elle a été éclatée. Mais de façon générale, dans sa routine d'entraînement, vous n'êtes absolument pas supposé avoir des courbatures. Donc voilà, n'oubliez pas, le facteur numéro 1 pour bien progresser en musculation, c'est de trouver un programme, de construire un programme qui vous convient parfaitement, qui est adapté à votre objectif, à votre morphologie et dans lequel vous prenez plaisir à vous entraîner aussi, bien sûr. Une fois que c'est OK, vous touchez plus à rien, vous maîtrisez vos mouvements et vous progressez. Mythe numéro 2, on va rester plus ou moins dans la même vibe parce que ceux qui prônent le fait de changer de programme d'entraînement toutes les 5 à 6 semaines, en général, vont vous proposer aussi de faire ça
entre deux nouveaux programmes, j'ai nommé la semaine de déload. Alors, avant qu'on me jette des pierres, je vais juste faire une petite parenthèse. La semaine de déload a du sens uniquement dans certains cas de figure. Donc, pour les athlètes de haut niveau et pour certaines disciplines type force athlétique, powerlifting, où là, c'est vraiment des catégories à part, ok ? Mais en musculation ou même les autres sports, faire une semaine de déload, c'est juste un non-sens. Et c'est juste une semaine de la flemme. Vous n'êtes pas supposé avoir besoin d'une semaine de déload pour vous reposer parce que vous avez trop tapé sur votre système nerveux ou sur votre corps. Si vous en arrivez au point où vous avez besoin de couper pendant une semaine, ou en tout cas de réduire drastiquement votre volume et vos charges d'entraînement, c'est que votre programme n'est pas adapté à vous, ou c'est que votre coach qui vous prend en charge juste se fout de votre gueule et préfère sacrifier une semaine pour vous faire croire que c'est comme ça que vous allez progresser, mais pas du tout. Ce qui peut potentiellement avoir du sens, c'est faire des déloads réactionnels pendant la séance. Vous êtes dans votre séance, vous sentez qu'il y a un groupe musculaire qui n'a pas du tout assez récupéré des séances précédentes, qui est encore tout courbaturé, tout congestionné et vous sentez que vous n'allez pas pouvoir performer dessus. Faire un déload réactionnel, donc c'est-à-dire en réaction à votre ressenti à l'instant T, parce que vous sentez que vous n'allez pas du tout pouvoir performer sur ce groupe musculaire, éventuellement, ça peut avoir du sens. Et encore que, très sincèrement, je préfère ne pas le mettre en place. Il vaut mieux juste faire ce dont on est capable à l'instant T. Donc si on avait l'habitude de taper un 12 reps sur cet exercice et qu'aujourd'hui on n'en fait que 8, c'est qu'aujourd'hui notre 100% était à 8 et c'est ok. On ne peut pas toujours être au top niveau. On a des moments de bien et des moments de moins bien. Ça fait partie de la vie et ça fait partie de la musculation. Mythe numéro 3, et ça encore je l'entends mais très très régulièrement et c'est un non. Je fais du sport donc je peux manger ce que je veux. C'est un non, c'est un énorme non. On ne peut pas rattraper une diète éclatée avec du sport. Vous n'imaginez pas le nombre d'heures d'entraînement et à quelle intensité il faudrait pour compenser une diète éclatée. C'est pas possible. Donc quand je vois des personnes sortir de la salle de sport, ils ont fait un entraînement vite fait, bien fait et en sortant ils disent c'est bon, on s'est entraîné, on peut aller à McDo. Mais alors pas du tout les gars, arrêtez. Très sincèrement, si je devais vous dire combien d'énergie est dépensée via un entraînement de musculation et même en prenant un entraînement de musculation déter. Je vous donne mon entraînement à moi qui est hyper déter, je vous le cache pas. Si je devais juste regarder la dépense calorique sur mes entraînements, je vous cache pas que si c'était ma seule source de motivation à aller m'entraîner, je n'irais pas, d'accord ? Parce que je vais marcher 1h30 dehors tranquillement en écoutant la musique, j'ai exactement la même dépense, d'accord ? Une séance de sport, c'est pas la dépense qu'elle va apporter à l'instant T qui compte. Ce qui compte, c'est la masse musculaire qu'on va développer au fur et à mesure qu'on s'entraîne. Et c'est le fait de développer cette masse musculaire qui va augmenter votre métabolisme de base et qui va donc augmenter votre dépense énergétique au repos. C'est ça qui est intéressant. Bon, non seulement le fait de développer sa masse musculaire, parce qu'on en a besoin, c'est vital, ça va renforcer plusieurs mécanismes. Mais du coup, en résumé, non, faire du sport ne compense pas une diète si elle n'est pas adaptée à vous, à votre objectif, à votre mode de vie. Focalisez-vous toujours en priorité sur votre alimentation. C'est vraiment la base, en fait, d'une bonne santé, d'une part, d'un bon physique et ensuite, ça va vous permettre de performer à la salle. Mais en aucun cas, c'est l'inverse. L'entraînement n'est pas prioritaire sur la nutrition. Mythe numéro 4. Je suis une femme, j'ai peur de devenir trop musclée en faisant de la musculation. Donc, s'il vous plaît, mesdames, je vais toutes vous rassurer tout de suite, vous ne serez jamais trop musclé, c'est impossible. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Vous ne ressemblerez jamais à un homme tout simplement parce que vous n'en êtes pas un. D'accord, nous avons deux corps faits de façon différente, avec des hormones différentes, avec des zones de stockage différentes. Tout est différent, en fait. Nous ne sommes pas du même sexe, nous ne pouvons pas atteindre, de façon naturelle en tout cas, le même morphotype. En fait, c'est impossible. Une femme n'est physiologiquement pas faite de toute façon pour développer de la masse musculaire. C'est pour ça que pour une femme, ça sera toujours beaucoup plus difficile de développer un minimum de masse musculaire et quoi qu'il en soit, même en s'entraînant correctement, en ayant une alimentation correcte, adaptée, équilibrée, on ne ressemblera jamais à un homme
de façon naturelle, encore une fois, en soulevant des charges même très très lourdes. Au mieux, tout ce que vous risquez, c'est d'être méga bonne. Donc franchement, n'ayez pas peur, allez-y, soulevez des grosses barres et je vous assure que tout se passera bien. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter sur ce point parce que c'est tout. C'est juste aller soulever des grosses barres en fait. Et n'ayez pas peur, sincèrement, ça n'arrivera pas. Tout ce que vous allez gagner, c'est un meilleur métabolisme, une meilleure santé, une silhouette méga canon et beaucoup plus de confiance en vous. Donc franchement, allez-y. Et pour terminer sur ce podcast, un dernier mythe, plus on transpire, plus on maigrit. C'est encore une idée reçue, un mythe qui persiste, où quand je vois des personnes courir avec la combinaison complète de sudation, je suis désolée, mais spoiler alerte, transpirer, c'est juste ton corps qui cherche à réguler sa température et donc il évacue de l'eau pour faire un genre de microclimat sur ta peau pour réduire et redescendre sa température corporelle. En aucun cas, il est en train de brûler du gras, d'accord ? Donc, il suffit d'aller boire un petit coup juste après et le poids, entre guillemets, perdu pendant cette phase de transpiration sera illico retrouvé parce que c'était juste de l'eau et pas du gras. Si on pouvait transpirer du gras, je vous assure que ça se saurait et qu'il n'y aurait certainement pas autant d'obésité, je pense, parce que rien qu'en été, on ferait tous une sèche de l'extrême. Je suis désolée, mais il n'y a pas de magie. La seule chose à mettre en place pour perdre de la masse grasse, c'est avoir un déficit calorique ou en tout cas avoir des énergies entrantes moins importantes que les énergies sortantes. Donc c'est-à-dire avoir une plus grosse dépense que ce qu'on consomme ou consommer moins que ce qu'on dépense. Voilà, vous avez l'idée, c'est la balance énergétique du corps. C'est tout, en fait. Il n'y a pas d'autre magie, il n'y a pas de pilule brûle-graisse magique, il n'y a pas de crème magique, on va se masser et ça va délocaliser. Enfin, non, tout ça, c'est du marketing. La seule chose que ça va faire maigrir, c'est votre porte-monnaie, au mieux. Mais c'est tout. Au niveau de votre graisse corporelle, c'est la balance énergétique. Il faut consommer moins de calories que ce qu'on en brûle, tout simplement. Écoutez, c'est tout pour ce podcast. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura appris des choses, qu'on aura cassé quelques mythes ensemble. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire pour éventuellement faire une partie 2, pourquoi pas. N'oubliez pas aussi, ça me fera énormément plaisir de me soutenir en me lâchant un petit like, en partageant le podcast. C'est pas grand chose et vraiment ça m'aide beaucoup au niveau du référencement. Donc si vous aimez ce que je partage avec vous, n'hésitez pas à me soutenir de cette façon. Vraiment, ça me sera d'une très très grande aide. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast.